Alors pour ma part, je vais essayer brièvement de compléter cette présentation à partir d'un livre qui a été pour moi au fond le moment d'étonnement de Michel Onfray qui s'appelle Le songe d'Eichmann. C'est l'occasion de vous dire que le mot philosophie n'est pas un titre déposé, il n'y a pas de brevet de philosophie. Et s'il fallait donc essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la philosophie, on pourrait dire au fond que ce serait l'alliance de l'intelligence et de la bonté. Au fond, si on arrive dans nos cours, puisque je suis professeur, ou si on arrive dans nos lectures à mieux comprendre le monde et à essayer de devenir un tout petit peu meilleur, au fond, on aura réussi notre tâche. De ce point de vue-là, que Michel Onfray reprenne le titre de philosophe me plaît assez. Enfin, et comme Elisabeth Roudinesco, je le connais depuis longtemps. Il faut comprendre pourquoi on est là. Exactement. Et on est évidemment contre, mais on est aussi pour. Et mon souci a été une dérive assez récente que j'ai notée dans les livres de Michel Onfray, qui m'a beaucoup inquiété. Et c'est ce dont je veux vous parler ce soir, parce que le thème qu'il a choisi, à savoir la question d'Eichmann, la question du crime contre l'humanité, je crois mérite qu'on s'y arrête quelque peu. Et si je vous ai donné quelques éléments au fond pour réfléchir, je crois que j'aurais réussi ce que je vais essayer de faire ce soir. Alors, voilà. La thèse, si vous voulez, de cette petite pièce, cette courte pièce, est la suivante. Au fond, Eichmann n'était pas coupable. Le vrai coupable, c'est Emmanuel Kant. Voilà. Et il y a trois personnages dans cette pièce. D'un côté, vous avez Eichmann, un brave homme, finalement, qui vient du peuple et qui a lu Kant et est tout à fait capable de comprendre Kant. Il a mieux compris Kant que Kant lui-même, parce qu'à la fin, Kant lui dit « Je suis vraiment désolé, vous avez raison. » Voilà. Et de l'autre côté, vous avez Nietzsche, placé en sauveur, qui, évidemment, on a l'impression, ricane, enfin, il est plus jeune, il dit quelques mots, etc. Bon, voilà. Alors là, évidemment, c'est un mode de présentation de la philosophie assez grotesque, mais il résume assez bien, au fond, une série de thématiques que Michel Onfray reprend, et qui reprend d'ailleurs dans son livre sur Freud. C'est pourquoi je vais vous en parler un petit peu. Alors, que vous compreniez bien la gravité de cette pièce. Ce n'est pas simplement une frivolité, c'est une gravité. Pourquoi est-ce que Michel Onfray peut soutenir qu'effectivement Eichmann, le nazi, le responsable au fond de l'organisation quand même du génocide, eh bien, pourquoi est-ce qu'il était kantien? Parce qu'il se trouve effectivement que lors de son procès à Jérusalem, pour se défendre, il était en position de faiblesse, il a essayé d'utiliser toutes les armes qu'il pouvait utiliser, et il s'est référé à Kant, en disant qu'il avait appliqué, au fond, le principe de l'impératif catégorique que tous, j'espère, connaissent ici. Agis de telle sorte que tu puisses traiter la maxime de ton action en tant que loi universelle. Voilà. Alors, Arendt a repris cette question et a discuté en disant, effectivement, que Eichmann n'avait rigoureusement pas compris Kant. Mais Michel Onfray, qui est toujours, qui est pas, comment dire, le dernier pour trouver une innovation, une thèse démystificatrice, enfin, va renverser un peu les élites, les autorités, vous voyez, ils n'ont pas compris, hein, ils ont lu longtemps, mais ils n'ont pas compris. Bon, et bien dit, mais non, pas du tout, c'est Eichmann qui a compris. Pourquoi c'est extrêmement grave? C'est extrêmement grave parce qu'il faut quand même savoir que Kant est le penseur du respect inconditionnel vis-à-vis de toute personne humaine. Et que cette pensée radicale, cette pensée sur laquelle Kant ne cédera pas, eh bien, est le fondement, la condition de possibilité de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. C'est-à-dire, si vous voulez, que si on veut fonder philosophiquement, politiquement, le tribunal de Nuremberg, si on veut en faire autre chose, si vous voulez, que le tribunal des vainqueurs, donc, si on veut en faire autre chose que le tribunal des vainqueurs, eh bien, effectivement... Rapproche. Je vais parler comme ça. Donc, si on veut en faire autre chose, eh bien, il faut effectivement être du côté de Kant. Deuxième chose à dire, pourquoi cette idée saugrenue? Eh bien, parce qu'il faut savoir, si vous voulez, que la culture allemande a été utilisée, pervertie par les nazis. On le sait, on a utilisé une phrase de Bach à l'entrée de Buchenwald, on a utilisé une phrase de Hegel à l'entrée d'Auschwitz, et Kant, le penseur de l'impératif catégorique, a été utilisé par les nazis pour prôner justement le respect du Führerprinzip. Hein, le fait de prendre la loi, non pas la loi universelle, non pas la loi qui vaut pour tout homme, mais la loi au fond de l'Allemagne, c'est-à-dire la loi du Führer, hein, eh bien de la prendre au fond pour principe de l'action. Et qu'est-ce qu'il fait Eichmann, si vous voulez? Il dit, finalement, je n'ai fait qu'obéir. Il fait exactement comme tous les nazis, il dit finalement, le responsable, c'est le Führer, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai été un fonctionnaire, j'ai été obéissant, et j'ai fait mon devoir.
vous savez bien que c'est une question très importante, c'est une question très importante pour tout fonctionnaire, pour tout représentant de l'État, et on ne plaisante pas, je crois, sur ce genre de questions, vous me permettrez d'être grave. Alors, pour vous faire comprendre, si vous voulez, au fond, ce que signifie la défense d'Eichmann part de ce point de vue-là, au fond, on va prendre une analogie qui va parler aux Français. Hein, je m'excuse auprès de Michel Onfray, il ne faut pas qu'il pense que c'est une diffamation, c'est simplement une analogie. Bon, eh bien, c'est comme si Michel Onfray avait dit « Maurice Papon, il n'est pas responsable, il n'est pas coupable, et pourquoi ?» Pour 3 raisons. Parce que c'est aussi un thème que vous trouvez dans ce livre. Première raison, il allait à la messe. Il était chrétien. Bon. Deuxième raison, au lieu d'aller dans les chantiers de jeunesse, au lieu de s'occuper du corps, il a été perverti par les professeurs de philosophie déracinés. Hein, on connaissait le vieux thème réactionnaire. Bon. Et enfin, troisième raison, figurez-vous qu'il croyait à 3 principes, qui sont les principes kantiens, parce que Kant est quand même un penseur de la Révolution française, qui sont liberté, égalité, fraternité. C'est pourquoi il a été nazi. Voilà. Bon. Alors, là, effectivement, c'est tout à fait insupportable. Il s'appuie ici sur une difficulté du kantisme, et je crois qu'il faut un tout petit peu l'éclairer pour que vous compreniez, au fond, le sens du merveilleux exemple de la résistance allemande qui est représenté par la Rose Blanche. Vous savez, ce mouvement qui a été animé par 6 étudiants qui ont, en un sens, racheté l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il dit Kant? Il dit... Qu'est-ce qu'il dit Kant? Il dit qu'on ne peut pas prendre les armes pour se rebeller et que la seule façon non violente de résister, c'est de s'appuyer effectivement sur des principes et sur des principes éthiques. Bon. Et là, vous avez véritablement, si vous voulez, ce qu'on peut appeler, au fond, la perversion de Michel Onfray, d'un certain discours de Michel Onfray. Pourquoi il fait ça? Parce que vous savez, la situation de l'Église protestante de catholique en Allemagne, c'est comme en France. La plupart, ils ont collaboré. Hein. La plupart, évidemment, et c'est tout le problème d'une situation dans un régime de contrainte, c'est exactement comme pour Freud. La question de Dollfuss, la question, peut-être on y reviendra, de Mussolini. Pourquoi ça? Dans des situations de contrainte, il vous faut composer, et c'est bien facile de faire des leçons à distance. Mais il n'empêche, si vous voulez, que les membres de la Rose Blanche ont résisté sur 2 principes. Un premier principe est un principe chrétien, texte absolument magnifique, se sont référés à Saint-Augustin. Et le deuxième principe, c'est un principe kantien, c'est-à-dire que le professeur de philosophie qui faisait partie des 6, qui ont fait une résistance suffisamment importante, au fond, pour que le Reich, enfin, le régime en 1943 ait peur et qu'il y ait un tribunal d'exception pour les tuer le plus vite possible, lorsqu'il, quelques heures avant sa mort, quelques heures avant d'être guillotiné, a dit « Eh bien, moi, j'ai essayé d'utiliser le principe suivant. Est-ce qu'on pourrait bâtir une société qui reposerait sur la confiance entre hommes? Et est-ce qu'on pourrait transformer ce principe en règle universelle valant pour tous ?» Voilà. Alors, je voudrais finir rapidement, quand même, pour dire 2 mots quand même sur Nietzsche, hein, parce que la question est de savoir, évidemment, si l'ouverture que fait Onfray sur Nietzsche est valable. Et si on peut prendre ça au sérieux, et si on peut prendre au sérieux aussi la référence de Nietzsche dans Freud. Bon, c'est très compliqué Nietzsche, mais je vais simplement dire des choses assez simples. Il y a un aspect réactionnaire chez Nietzsche, mais Nietzsche n'a pas été nazi. Voilà. N'aurait pas pu être nazi, plutôt. Et l'utilisation, l'utilisation effectivement du nietzschéisme dans le nazisme, c'est par la sœur, c'est une histoire assez connue, mais ce n'est pas la pensée de Nietzsche. Or, c'est là mon inquiétude, si vous voulez, c'est qu'au contraire, sans s'en rendre compte, je le crois, sans vraiment le mesurer, détourné par une espèce de mouvement de fond vers ce qu'on peut appeler de la réaction, Michel Onfray reprend effectivement toutes les thématiques qui ont été utilisées par le nazisme, c'est-à-dire, il est pour l'euthanasie, sans condition. Vous pourrez le trouver dans ses textes récents. Il est pour aussi un eugénisme du corps viril, un eugénisme de la jeunesse, un eugénisme du corps faustien, comme il le dit, qui, effectivement, est de très mauvaise mémoire. Et enfin, si vous voulez, il est aussi emporté par une espèce de hargne antichrétienne qui vient de toute son histoire et qui vient aussi du fait, évidemment, que le christianisme a fourni l'antijudaïsme, qui est une des racines de l'antisémitisme, comme on le sait, mais il est aussi, entraîné dans la volonté, au fond, de supprimer les 3 monothéismes. Cette suppression des 3 monothéismes n'a rigoureusement rien à voir avec Nietzsche, puisque Nietzsche, et je terminerai là-dessus,
dit simplement, et ici, il est extraordinairement proche de Freud. Enfin, il y a un dialogue, si vous voulez, entre Nietzsche et Freud qui est tout à fait passionnant, qui est extraordinaire. Hein. Nietzsche, vous connaissez la formule. Nietzsche dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Autrement dit, le surhumain, c'est la capacité de supporter la souffrance, de la transfigurer et au fond, d'illuminer la vie. Or, on peut dire que sur un fondement tout à fait différent, Hans et Sophie Scholl, en tant que chrétiens, par leur mort, ont réalisé quelque chose d'extraordinairement surhumain. Et si on pense la difficulté de cette action, si on la met en rapport évidemment avec la médiocrité extraordinaire d'Eichmann, eh bien je pense qu'ici on en tire une leçon. Je terminerai simplement sur un mot. Vous savez que tout ce qui est beau est difficile autant que rare. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le chercher. Et donc moi je dirais très sérieusement que si Michel Onfray va du côté de la réaction, nous avons un très beau mot, nous avons un très beau programme, nous avons une très belle histoire, ça s'appelle Résistance. Je vous remercie.